Eh ben, c'est parti. Je me présente, donc Alexandre, moi je suis interne en chirurgie plastique, à Lyon. Je suis actuellement au centre Léon Bérard, donc qui est un centre de cancérologie. En co-animatrice, il y a Laura qui est dans le chat, qui est interne de dermatologie. Tout le long de la présentation, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Elle sera là pour, vous répondre. Donc aujourd'hui, un live axé sur la carcinologie cutanée. Le plan de la présentation, je vais donner un peu les sources que moi j'avais pendant, mon externat. On va faire une petite introduction à la dermatologie sur les EDN. On va parler des névis, des mélanomes, des carcinomes. Je vous ai fait un petit quiz à la fin avec la correction de questions des EDN. Et on va finir par une station d'Écosse. Donc pour les sources, bien sûr, le référentiel de dermatologie. Le plus important, c'est là qu'il y aura toutes les informations nécessaires pour le concours des EDN. J'utilise aussi le livre d'Hippocampus sur la dermatologie, qui est basé sur le référentiel de dermatologie et sur les dernières recommandations qu'il y a en vigueur, donc HAS et autres, et de la Société de dermatologie. Et il y a ces deux livres que moi j'avais, enfin ce livre et ce site internet que j'utilisais quand j'étais externe. Le premier, donc ce livre, c'est un livre où il y a pas mal d'illustrations. Et sur le site de Dermato Info, il y a aussi pas mal d'illustrations. Et pour la dermatologie, c'est ce qui prime. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais en fait, il faut que vous fassiez l'œil parce que c'est avant tout en reconnaissant les lésions que vous arriverez à faire des diagnostics. Donc la dermatologie aux EDN, quand on regarde un peu sur les dernières années, qu'est-ce qu'on observe? On observe que sur les dossiers progressifs, il y a une surreprésentation de la dermatologie. Donc sur toutes les dernières années, il y a en moyenne 2 dossiers par an. Je vous ai mis un peu les matières qui sont tombées jusqu'à présent. Et quand on fait le calcul, la dermatologie sur les dossiers progressifs, ça représente 11% de la note finale. Enfin, 11% de la note des dossiers progressifs. Sachant qu'il y a 30 spécialités, 11%, c'est énorme. Pareil, sur les questions isolées, il y en a, c'est 7% à peu près de l'ensemble des questions isolées qu'on retrouve. Et dans les 3 quarts des cas, les questions sont portées sur des iconographies. Donc c'est faire un diagnostic, reconnaître les lésions. Sur toutes les QI, à chaque fois, ce qu'on observe, c'est que c'est l'oncodermatologie qui tombe le plus souvent. En tout, sur les dernières années, aux EDN, il y a environ 15 questions, dont c'est ce qu'on observe à peu près 2 tiers des cas, c'est sur des photos. Et ensuite, l'infectiodermatologie avec tout ce qui est pédiatrie, les dermatoses, les dermohypodermites. Donc tout ça nous a fait, enfin c'est en se basant sur ces statistiques qu'on s'est dit avec l'équipe d'Hippocampus que ça valait la peine de faire un live sur ça parce que c'est ce qui tombe un peu le plus fréquemment. Donc on va commencer tranquillement par les névis. Donc à l'état normal, dans la peau, on retrouve un mélanocyte tous les 20 à 30 kératinocytes. Ces mélanocytes, ils vont être source de différents types de pathologies. Donc, il y a les pathologies qui sont bénignes et acquises, c'est les grains de beauté. Il y a les pathologies bénignes et innées, donc il y a les névus congénitaux, les mélanoses dermiques, et enfin donc les pathologies malignes qui sont représentées majoritairement par les mélanomes. Donc un névus, qu'est-ce que c'est? C'est une prolifération, une accumulation en amas. Donc un synonyme d'amas, c'est en tech, de mélanocytes qui sont normaux, qui n'ont pas d'anomalie, dans une position qui n'est pas normale. Les facteurs de risque des névis, c'est le phototype clair et l'exposition aux UV. Dans la vie d'un individu, comment ça se passe? Souvent, ça débute dans l'enfance avec une augmentation progressive du nombre de névis. Ça se stabilise dans la trentaine, quarantaine, et à l'âge adulte, ça finit par régresser. Un individu en moyenne a 20 névus. Sur les différents types de lésions, il y a différents types de névus, avec une disparité selon l'âge à laquelle ils surviennent. Chez l'enfant, c'est plutôt des lésions planes qui apparaissent, alors que chez l'adulte, ce sera plutôt des lésions tubéreuses. Il faut savoir qu'il y a une transformation possible, mais assez rare en mélanome. 80% des mélanomes surviennent de novo. Enfin, les névus, dans certains cas, ils vont être un marqueur de risque de mélanome. Dans quelles conditions? Donc, s'il y a plus de 50 névus sur un individu, en cas de névus de grande taille, par grande taille, c'est plus de 5 mm, donc supérieur ou égal à 6 mm. En cas de névus atypique, quand il y en a plus de 10, et s'il y a des antécédents familiaux de mélanome. Petit piège souvent ou petites interrogations des patients, un névus qui est traumatisé, c'est-à-dire qui est souvent irrité, qui se met à saigner souvent, ou les névus qui sont exposés au soleil, ils n'ont pas plus de risque de se cancériser que des névus normaux.
Histologiquement, il y a 3 types de névus différents et on les classe selon la localisation des amas, donc des TEC. Donc soit c'est des névus qu'on va dire jonctionnels, quand ces amas vont se situer au niveau de la couche basale de l'épiderme. Si ces amas se situent au niveau dermique, c'est des névus dermiques, et si c'est au niveau de l'épiderme et du derme, on va parler de névus mixtes. Autre point, si sur un compte rendu, un jour vous faites une exérèse de grains de beauté et qu'ils vous mettent qu'il y a une dysplasie mélanocytaire, ce n'est pas un signe de lésion maligne ou de lésion précancéreuse. Donc, les différentes formes de névus, donc il y a plein de façons de les catégoriser. Je vous ai fait là des petits schémas, des petits tableaux récapitulatifs. Donc, dans un premier temps, on va les classer selon leur morphologie. Donc, on a dans un premier temps les névus communs, donc les plus fréquents, dont il y a 2 types. Donc, les névus pigmentés, qui sont soit plans, c'est-à-dire que les amas sont au niveau jonctionnel. Ça, vous pouvez le retenir, hein, quand les amas sont au niveau de l'épiderme, les TEC sont épidermiques, ça forme un névus qui est plan. Donc, c'est ce qu'on a là, juste ici, à droite. Donc là, c'est 2 névus, enfin même 3-4 névus pigmentés, qui sont donc jonctionnels. Ils peuvent être parfois légèrement bombés, s'ils sont dermiques ou mixtes. Voilà. Quand les TEC sont au niveau épidermique, ça fait un névus qui est plan. Quand c'est plus profond, ça fait une lésion un peu plus surélevée. Ensuite, donc, on a les névus tubéreux, qui, eux, sont des papules lisses ou rugueuses, essentiellement situées au niveau du visage, mais on peut en observer partout. Et là, les TEC sont au niveau dermique ou mixte. Là, je vous en ai mis un. On peut définir les névus aussi selon leur pigmentation. Donc, il y a les névus bleus. Donc, les névus bleus, c'est des choses qui inquiètent souvent les patients. Là, il y en a 2. Donc, un ici et un là. Celui-là qui est un peu plus gros, il peut un peu plus inquiéter les patients. En fait, les TEC sont au niveau du derme. Et tout simplement, ces lésions, elles sont juste hyper chargées en mélanine et c'est tout à fait bénin. Donc, il faut rassurer les patients. Il y a aussi, toujours selon la pigmentation, les névus qui vont être dits achromiques, donc sans couleur, qui sont assez rares. On a ensuite les névis qui sont dits atypiques. Donc, eux, ils sont toujours de type jonctionnel. Ils peuvent entraîner un risque accru de mélanome. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'un névi est atypique? Eh ben, c'est quand il remplit un des critères de la règle ABCD. Donc, c'est s'il a une petite asymétrie, il a des bordures un peu irrégulières, une couleur inhomogène ou un diamètre un peu élevé. Là, je vous en ai mis un, donc en bas à droite, ça c'est un névus qui est atypique. Ensuite, on peut les définir selon leur topographie. Donc, au niveau du lit de l'ongle, ça va former une mélanonychie. Donc là, on la voit, on la distingue là. Donc en fait, quand au niveau du lit de l'ongle, il y a un grain de beauté, il va colorer sur toute la longueur de l'ongle, c'est avec la croissance de l'ongle, et c'est ça qui forme cette bande un petit peu colorée. Alors là, il y a les névus au niveau des muqueuses, des paumes et des plantes. Et enfin, la dernière façon un peu de les trier, c'est selon leur évolution, leur survenue. Donc, il y a ceux qui sont découverts à la naissance. Donc, dans un premier temps, les névus congénitaux, ça représente moins de 1% des naissances. Très souvent, en plus, il y aura une hypertrichose, c'est-à-dire qu'il va y avoir un excès de poids à ce niveau-là. S'ils font plus de 20 cm, on va parler de névus congénitaux de grande taille. Quand c'est le cas, souvent, il y a une distribution qui est métamérique, donc qui suit un métamère, et dans ces cas-là, c'est souvent au niveau du dos. Là, je vous en ai mis un qui prend tout le bras. Puis cet enfant, il en a un aussi au niveau de la cuisse droite. On ne le voit pas bien ici, mais il y a une hypertrichose, il y a un petit excès de poils. Il y a enfin les taches bleues mongoliques, donc, qui s'apparentent à des névus bleus, mais congénitaux. Donc cette tache bleue mongolique, elle est au niveau lombo-sacré, ça forme une tache un petit peu ardoisée qui fait environ 10 cm de diamètre. Ça touche surtout les sujets africains et asiatiques, et dans de rares cas, c'est à peu près 1% des cas, ça peut toucher des sujets blancs. Il y a enfin le névus d'Ota qui, lui, est unilatéral, qui atteint le territoire du trijumeau V1 ou V2, donc l'ophtalmique ou le maxillaire. Et souvent, il y a une atteinte de la sclère ou de la conjonctive du même côté. Donc là, je vous en ai mis un, donc en bas à gauche. Là, c'est un névus d'Ota. Et enfin, donc, selon l'évolution, il y a quand le névus finit par disparaître avec une forme un petit peu différente. Donc c'est l'allonévus, le phénomène de Sutton. Donc c'est des névus qui sont localisés au niveau du tronc, dans la majorité des cas, chez des sujets qui sont dans leur vingtaine. Et en fait, ce névus se fait, entre guillemets, attaquer par l'organisme et il disparaît progressivement avec un infiltrat cytotoxique si on faisait de l'histologie. Donc tout ça, c'est assez bénin. Donc là, je vous ai mis le tableau un peu qui récapitule tous ces différents types de névus. Donc vous pouvez le retrouver après plus tard pour vous le garder de côté. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif un peu du sujet avec les pathologies un peu malignes. Donc le mélanome.
Donc le mélanome, l'incidence, elle est variable selon les pays et selon la population. Elle est maximale en Australie, on comprend bien pourquoi. C'est des gens qui sont énormément exposés au soleil et qui ont la peau très claire. En France, c'est 15 000 nouveaux cas par an. L'incidence pour 100 000 habitants, c'est 10 cas. L'âge médian, 55 ans, environ 1700 décès. Ça touche plus souvent, enfin ça fait plus mourir les hommes que les femmes. Et les mélanomes, bien sûr, c'est exceptionnel chez l'enfant prépubère. Au niveau des facteurs de risque, donc les deux principaux, comme toujours un petit peu dans ces pathologies de la peau, l'environnement avec l'exposition solaire et le phototype clair. Donc l'exposition solaire, elle va avoir un impact différent selon le type de mélanome. Dans les mélanomes SSM, donc Superficial Spreading Melanoma, c'est l'exposition solaire intense et ponctuelle, donc les coups de soleil, qui va augmenter leur risque. Dans les mélanomes de Dubreuil, c'est plutôt l'exposition solaire chronique. Tous les autres types de mélanomes, des paumes, des plantes, des muqueuses, eux, par contre, ils n'ont pas de lien avec l'exposition solaire. Enfin, pour les phototypes clairs, donc c'est les patients qui ont les yeux clairs, des éphélites. Donc les éphélites, c'est les taches de rousseur sur le visage. Les patients roux et blonds, eux, c'est des patients qui, de par leur peau, ont un plus de risque de développer un mélanome. Il y a aussi des formes génétiques, donc ça concerne à peu près 10% des cas de mélanome. Donc dans 10% des cas, on retrouve des antécédents familiaux. Il faut y penser s'il y a 2 apparentés au premier degré qui sont atteints. La génétique, elle a bien sûr un impact sur la sensibilité cutanée au soleil et sur l'apparition du syndrome des névus atypiques. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a des névus atypiques, soit en grand nombre, qui sont en grand nombre avec une taille un petit peu élevée, ça c'est un facteur de risque de développer un mélanome. Ensuite, au niveau des précurseurs, donc le névus congénitogéant, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'enfant qui avait sur tout son bras droit un névus, lui, il y a un risque qui se surtransforme en mélanome. Sur l'histogénèse, donc le développement du cancer. Donc les mélanomes sont issus des mélanocytes. Les mélanocytes qui, eux, sont issus de la couche basale de l'épiderme. C'est des dérivés de la crête neurale, c'est des dérivés donc ectodermiques. La naissance du cancer, elle se fait en 2 phases. Donc dans un premier temps, il y a une extension qui est horizontale. Donc le cancer reste au-dessus de la membrane basale. C'est ce qu'on appelle les mélanomes in situ. Et ensuite, il va y avoir une progression de la maladie avec un franchissement de la membrane basale et donc les phases qui sont dites micro-invasives et invasives. Quand les cancers ne franchissent pas la lame basale, ça c'est vrai pour à peu près tous les cancers, il y a pas d'évolution métastatique et surtout la guérison, elle se fait spontanée, tout le temps, une fois qu'il y a une exérèse qui est faite de cette lésion, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'envahir en profondeur le derme, et c'est au niveau du derme qu'il y a tout ce qui est réseau lymphatique et sanguin qui permet les métastases. Sur le diagnostic, donc quand est-ce qu'il faut penser à un mélanome? Donc toujours devant une lésion pigmentaire. Et ensuite, la suspicion clinique qui va nous faire penser à un mélanome, il y a 2 grandes règles, c'est la règle du vilain petit canard et la règle ABCDE. Donc la règle du vilain petit canard, en fait, c'est très simple, vous avez un patient en face de vous, il présente une vingtaine de grains de beauté, il y en a un qui sort un petit peu du lot, et celui-là, souvent, c'est qu'il va être peut-être un peu atypique, anormal, et il va falloir le regarder d'un peu plus près que les autres. Et donc enfin, la règle ABCDE. Donc la règle ABCDE, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Il faut penser à un mélanome quand il y a au moins 2 critères sur la règle ABCDE qui sont remplis. Dans ces critères, il y a l'asymétrie, les bords irréguliers, une couleur inhomogène, un diamètre de plus de 6 mm, et un des critères les plus importants, c'est l'évolution récente. Là, je vous ai mis 3 cas à droite. Donc là, en haut, on voit sur le niveau d'une joue gauche, c'est un mélanome de Dubreuil. Quand on le regarde, qu'est-ce qu'il a? Il est asymétrique. Il a des bords irréguliers, il a une couleur inhomogène, il a un diamètre là qui fait plus de 6 mm, et sur l'évolution, là, on ne le sait pas. Pareil, là en dessous, là, à nouveau, on a une couleur inhomogène, il a 3 couleurs, on en voit une là, une là et une là. Les bords, il est bien sûr asymétrique, quand on regarde, ça ne forme pas un joli rond. Les bords, ils sont assez irréguliers. Là, pour la taille, il fait moins, il faisait de mémoire celui-là 5 mm. Et là, enfin, là, c'était pour vous montrer un peu l'évolution. Quand on regarde le patient, là, c'était en 2008, c'est une vieille photo. Quand on regarde là, on se rend compte qu'il y a ce grain de beauté, entre guillemets, qui a l'air un petit peu différent des autres, mais qui n'a pas encore trop de signes inquiétants. Et le patient revient 1 an plus tard, et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une évolution avec là un mélanome de forme nodulaire. Donc le diagnostic, les autres éléments importants, c'est la perception du patient. Dans 80% des cas, le patient, il aura découvert son mélanome. Il va venir vous voir, il va vous dire, voilà, il y a ce grain de beauté qui m'inquiète, je le trouve bizarre, il a évolué, il a bougé. Ça, c'est un signe assez important, il faut s'y fier. Quand les patients vous disent ça, il ne faut pas le prendre à la légère.
Enfin, ça c'est assez tardif dans la maladie, mais il peut y avoir un prurite et un saignement de contact. Et quand on fait un examen clinique et qu'on suspecte un mélanome, il faudra toujours palper les zones de drainage à la recherche d'adénopathie. Donc, au niveau des diagnostics différentiels, donc, ils sont assez nombreux, du mélanome, il y a bien sûr les névus atypiques. Ensuite, on va voir tout ce qui est tumeurs non mélanocytaires. Donc, une des plus fréquentes, ça va être les kératoses séboriques. Donc, ça, c'est des taches qui arrivent, enfin, c'est des lésions qui vont arriver chez les patients après 45 ans. C'est des taches un peu de vieillesse. Là, je vous en ai mis au niveau du dos. C'est des lésions qui ont l'air d'avoir la couleur un peu de la mélanine, mais ce n'est pas le cas, et qui sont un petit peu friables. Et c'est au niveau de la dermoscopie qu'on va pouvoir bien identifier et faire le diagnostic. Il y a les carcinomes basocellulaires pigmentés ou tatoués. Là, je vous en ai mis un. Donc là, c'est un basocellulaire qui est pigmenté. Mais quand on regarde un petit peu de plus près, il y a des télangiectasies et des perles. Je reviendrai après, on parlera plus tard des carcinomes basocellulaires. Après, il y a d'autres lésions qui, là, sont assez rares et qui, je pense, on ne vous embêtera pas avec ça aux ECN. C'est les histiocytofibromes, les angiomes thrombosés, les lésions hématiques plantaires pour les névus des paumes et des plantes. Et donc, dans tous les cas, ce qui va aider un peu le diagnostic et redresser le diagnostic, c'est la dermatoscopie. Donc, le mélanome, la suspicion, elle est clinique, et le diagnostic, il est anatomopathologique. Qui dit anatomopathologie dit exérèse. Donc là, je vous ai mis un petit rappel de l'item 293 sur le médecin préleveur, sur l'exérèse et l'envoi en analyse. Donc là, bon, c'est des petites définitions toutes bêtes de ce que c'est qu'une exérèse, l'histologie. Donc l'exérèse, c'est l'ablation partielle ou totale de la tumeur ou d'un organe atteint au cours d'un acte chirurgical. L'histologie, c'est l'étude des tissus. Et enfin, ça c'est important, je vous expliquerai après, mais le médecin qui prélève un tissu, il peut ajouter des repères sur la pièce opératoire pour aider l'anatomopathologiste à orienter le prélèvement. Pour les mélanomes, il faudra fixer les tissus dans du formol à 10%. Donc, pourquoi? Pour éviter l'autolyse des cellules. Une fois qu'un tissu est déprivé de vascularisation, bah forcément, il va se mettre à nécroser. Donc, pour éviter ça, pour fixer le tissu, pour pouvoir l'analyser plus tard, il faut le mettre dans du formol. Sauf dans quelques exceptions qui sont à connaître aux ECN. C'est déjà tombé, ça c'est un point assez important. Donc, les exceptions à la fixation des tissus, c'est l'examen extemporané. Donc, un examen extemporané, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous êtes au bloc opératoire. Vous voulez avoir un résultat immédiat lors de la chirurgie de ce qu'est l'anomalie que vous avez envoyée en analyse. Il faut qu'il vous réponde dans les 40 minutes, 1 heure. Et là, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Ça, l'examen extemporané, pour les EDN, vous le retrouvez surtout dans les tumeurs de la parotide. Enfin, il y a les tumeurs pédiatriques, donc les néphroblastomes, les neuroblastomes. Il y a les sarcomes et tout ce qui est hémopathie et lymphome. Ensuite, il y a aussi la nécessité d'immunofluorescence. Donc là, ça, c'est plutôt pour la néphrologie avec les ponctions biopsie rénale. Et le dernier élément, c'est une petite phrase qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de quantité de fixateurs, il faut que vous ayez en quantité de formol 10 fois le volume de votre échantillon. Donc l'exérèse d'un mélanome, comment elle se passe? Donc l'exérèse initiale d'un mélanome, elle se fait en urgence. C'est un cancer, ça peut évoluer, donc il ne faut pas laisser traîner. Sous anesthésie locale, sans marge de sécurité. On enlève tous les tissus jusqu'à l'hypoderme et il faut mettre le prélèvement sous formol. Donc là, je vous ai mis un petit pot de formol, ça ressemble à ça, c'est un petit pot qui s'ouvre, on le met dedans et on envoie en analyse. Là, je vous ai mis, bon bah là, c'est pas un mélanome, c'est un névus simple, mais c'est pour vous montrer les marges de résection, comment on ferait. Donc en fait, on prend au ras de la lésion, là c'est un petit peu plus grand, c'est pour pouvoir fermer. On enlève juste ça, on l'envoie en analyse, on referme et on attend les résultats. Donc les résultats, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Déjà, ils vont nous confirmer la nature mélanocytaire. Pour cela, ils vont rechercher certains marqueurs, la mélanine A, la protéine S100, l'HMB45. Ensuite, ils vont nous donner le sous-type anatomoclinique, j'y reviens juste après. Ils vont nous préciser si l'exérèse initiale qu'on a faite, elle est complète ou pas. Et là, le grand point important, ils vont nous donner des éléments histopronostiques. Donc, dans ces éléments, le plus important, c'est l'indice de Breslow. L'indice de Breslow, c'est la taille, c'est la distance entre la couche granuleuse et la cellule la plus profonde. C'est donné en millimètres. Ensuite, il y a la présence d'une ulcération, qui est le deuxième critère le plus important. En troisième critère, il y a l'index mitotique, qui est le nombre de mitoses par millimètre carré. L'index mitotique, il a un petit peu moins de valeur. Il est surtout, c'est un élément pronostic que pour les tumeurs de moins d'1 millimètre de Breslow. Donc, histologiquement, on peut définir 2 composantes dans un mélanome. Donc, il y a la composante épidermique.
avec des mélanocytes en teck irréguliers, une migration anarchique des cellules vers le haut de l'épiderme, et c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver la présence ou non d'une ulcération. Et donc enfin, il y a la composante dermique, avec invasion et phénomène inflammatoire. Là, à droite, je vous ai mis, alors ça, c'est une vieille classification, la classification de Clark, vous pouvez la retrouver dans certaines questions, c'est plus du tout utilisé, il ne faut pas s'en embêter. Et là, ça vous montre le petit schéma d'hippocampus, une tumeur avec les différents stades. Là, on voit, c'est l'ancien stade 1, quand la membrane basale n'est pas encore atteinte. Donc, c'est les mélanomes in situ, puis ensuite, dès que ça envahit, plus ou moins en profondeur. Donc, l'indice de Breslow, c'est la distance d'ici jusqu'à la cellule tumorale la plus profonde. Donc, la stadification anatomo-clinique, elle se différencie, on peut la différencier en deux grandes cases. Donc, il y a les mélanomes qui vont avoir une phase d'extension horizontale et les mélanomes qui ne vont pas avoir d'extension horizontale initiale. Donc, dans ceux avec extension horizontale initiale, il y a le mélanome superficiel extensif, c'est le plus fréquent, c'est dans 60-70% des cas ce type de mélanome. Il y a le mélanome de Dubreuil qui touche 10% de la population, c'est 10% des mélanomes, et qui va surtout atteindre les sujets âgés de plus de 60 ans, avec souvent une localisation au niveau du visage. Le facteur de risque, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des UV, c'est l'exposition chronique. C'est pas les coups de soleil, c'est aussi un peu les coups de soleil, mais c'est essentiellement l'exposition chronique. Enfin, il y a le mélanome acral lentigineux, donc c'est 2 à 5% des mélanomes, ça survient surtout sur peau pigmentée. Là, je vous en ai mis juste un là. Il y a les mélanomes des muqueuses, et donc ensuite, sur les mélanomes sans phase d'extension horizontale, donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un mélanome qui, d'emblée, envahit en profondeur, donc c'est ce qu'on appelle un mélanome nodulaire. Donc c'est 10 à 20% des mélanomes, c'est le deuxième mélanome le plus fréquent. Donc en premier, le superficiel extensif, en deuxième, le nodulaire, en troisième, le Dubreuil. En fait, c'est tout bête, il y a l'apparition d'un nodule. À savoir que dans ces types de mélanomes, on a plus fréquemment des découvertes de métastases au diagnostic. Parce qu'en fait, vu que ça envahit directement la profondeur, et très vite, ça atteint le tissu lymphatique, le tissu vasculaire, et donc, il y a plus de dissémination. Un élément important, il y a la classification donc TNM et l'AJCC 8e édition. Donc, le TNM, il n'est pas à savoir pour les ECN précisément. C'est tout un truc, c'est très compliqué, il n'y a pas besoin de le savoir. Je vous le mets là comme ça. En fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que le T, il prend en compte le Breslow et la présence d'une ulcération. Le N, comme d'habitude, c'est l'atteinte ganglionnaire. Et le M, les métastases. Sur la classification de la JCC, elle va prendre en compte le TNM. Donc, il va y avoir différents stades. Donc, ça, c'est à connaître. Il y a le stade 1 et 2. Donc, c'est une atteinte qui est localisée. Donc, pas d'atteinte ganglionnaire, N0. Il y a le stade 3, qui est une atteinte ganglionnaire. Stade 4, la présence de métastases. Et enfin, souvent dans cette classification, il y a stade 3A, 3B, 1A, 1B. A et B, c'est selon la présence ou non d'ulcère. Donc ça, c'est de Rancé, vous ne prenez pas peur, c'est ce qui différencie le stade 1, 2 selon le TNM. Là, je voulais simplifier un petit peu, et c'est ça qui est à connaître pour vous, les EDN. Donc le stade 1, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur qui a un Breslow de moins d'1 millimètre, ou qui a un Breslow de 1 à 2 mm non ulcéré. Le stade 2, c'est quand le Breslow est de 1 à 2 mm ulcéré ou plus de 2 mm. Donc, vous voyez, c'est assez bête en fait à retenir. 1, 2, stade 1, c'est moins d'1 millimètre ou un petit peu plus, mais avec l'ulcère. Et stade 2, c'est dès 2 mm ou un peu avant avec l'ulcère. Le stade 3, c'est dès qu'il y a une atteinte ganglionnaire. Donc, peu importe comment on le découvre, que ce soit cliniquement, s'il y a une adénopathie, ou à l'échographie dans le bilan d'extension, ou à l'histologie, et s'il y a des métastases en transit. Et donc enfin, le stade 4, s'il y a des métastases, ça c'est une fois qu'on a fait un bilan d'extension un petit peu plus poussé. Donc selon les stades, il y a des éléments pronostiques qui vont être différents. Au stade localisé, les éléments pronostiques, ça va être le Breslow, excusez-moi, le Breslow, l'ulcération et l'index mitotique si le Breslow est inférieur à 1 mm. Dès qu'il y a une atteinte ganglionnaire, là, les éléments pronostiques sont différents. Ça va prendre en compte le nombre de ganglions atteints, la taille des ganglions atteints, s'il y a une rupture capsulaire. Donc ça, la rupture capsulaire, on la verra à l'analyse histologique. Donc c'est une fois qu'il y a eu résection des ganglions. Et toujours l'existence d'une ulcération au niveau du mélanome. Dans les stades métastatiques, là, il y a encore d'autres critères. Donc c'est DLDH élevé, la présence de plus de 3 métastases hépatiques, la présence de plus de 3 organes atteints et enfin plus de 3 métastases cérébrales ou une métastase cérébrale symptomatique.
Le bilan d'extension, donc pareil, qui est différent selon le stade de la classification. Donc, il faut retenir qu'il faut toujours faire un examen clinique complet, ça c'est toujours valable. Et pour la suite, ça va varier. Donc, le ganglion sentinelle, il faut le faire s'il y a une ulcération ou si le Breslow est à plus de 1 mm. Ensuite, il y a l'échographie de la zone de drainage qui se fait à partir du stade 2. Si cette échographie est négative, on fera systématiquement un ganglion sentinelle. Et donc enfin, là, en cas d'atteinte ganglionnaire, on fait directement des examens un petit peu généraux, c'est le TEP scanner ou un scanner TAP et cérébral. Ça, cette case-là, elle est de rang C. Tout le reste, c'est du rang B, il faut le savoir. Ça, c'est de rang C. Je l'ai quand même mis parce qu'au moins, c'est dans le tableau, puis c'était bête de laisser une case vide. Mais du coup, vous n'aurez pas à le savoir pour les EDN. Pour le ganglion sentinelle, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde n'en a pas déjà vu en stage. Donc en fait, le matin, on injecte un radiotraceur au niveau de la lésion, donc le mélanome, enfin l'ancien site du mélanome, parce que pour savoir qu'il y a un mélanome, c'est que dans un premier temps, on l'a retiré. Donc vous avez retiré votre mélanome, il y a le diagnostic qui est fait, vous faites une injection au niveau du site de la cicatrice. Ensuite, avec une caméra qui va capter le radiotraceur, vous regardez à quel endroit se situe le ganglion qui sonne le plus. Comme ça va vous donner la localisation, enfin le site de drainage préférentiel lymphatique de cette tumeur. Et ensuite, c'est tout bête, c'est un gros stylo comme ça qui bip selon la quantité de radiotraceur et vous retirez le ganglion qui sonne le plus. Et ça permet de dire que si ce ganglion-là n'est pas atteint, il y a peu de chances que la maladie soit plus étendue et ça vous permet d'éviter de faire des gros curages ganglionnaires. Donc le traitement des stades avancés, c'est-à-dire s'il y a une atteinte ganglionnaire ou métastatique, c'est dans C, j'en parle pas. Par contre, en cas de stade localisé, ça il faut le savoir, ça consiste tout simplement en une reprise chirurgicale de la cicatrice. Donc cette reprise, elle se fait sous anesthésie locale. Cette fois, elle va jusqu'au fascia, donc plus en profondeur. Et les marges de résection, elles vont être variables selon le Breslow. Donc là, je vous ai mis, c'est le petit tableau du site qui vous dit quelle marge il faut prendre selon le Breslow. Donc en cas de mélanome intraépidermique, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint la membrane basale, donc c'est les mélanomes in situ, il faut reprendre à 0,5 cm de marge. Et ensuite, c'est assez simple à retenir. La marge en centimètres correspond au Breslow. Donc, jusqu'à 1 mm, c'est 1 cm. De 1 à 2 mm, c'est 1 à 2 cm. Plus de 2 mm, c'est 2 cm. C'est une petite astuce mémotechnique, c'est pas très compliqué, ça vous permet de retenir facilement. Donc là, c'est un exemple. Donc là, c'est une cicatrice, c'est un mélanome SSM au niveau du dos. Le Breslow était à 0,9. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Si on se réfère au tableau d'avant, pour un peu illustrer le propos, donc ça faisait moins d'un millimètre. Donc, cette patiente, elle a juste eu un examen complet. On ne lui a pas fait de ganglion sentinelle. Et au niveau des marges, 0,9. Donc, là, on se situe là, on a repris à 1 cm de marge. Donc, à la fin, il a fallu retirer tout ça. Petit cas particulier, c'est pour les mélanomes de Dubreuil. Donc, mélanome de Dubreuil, il s'étend vachement horizontalement. Il a une extension horizontale assez forte. Et donc, on prend systématiquement une marge d'1 centimètre où on fait une chirurgie selon la technique de Moss. Donc, la technique de Moss, elle est mise dans votre référentiel, mais il ne précise pas ce que c'est. Moi, je sais que j'aimais bien comprendre un peu les choses quand j'étais externe, donc je vous l'explique juste là. Technique de Moss, en fait, dans un premier temps, vous allez entourer votre lésion. Donc là, c'est le cas ici. Ça, c'est la lésion. Donc ça, c'était pour le premier trait pour définir les limites de la lésion. Et ensuite, ça, c'est les marges. Normalement, les marges, elles étaient censées être un petit peu plus loin, mais la technique de Moss, ça permet de prendre des marges moins grandes. Vous allez comprendre après pourquoi. En fait, vous allez faire une double résection. Donc, vous allez dans un premier temps réséquer la lésion. Donc, on utilise un bistouri double lame. Donc, sur le deuxième trait qui représente les marges, vous faites une incision sur tout le pourtour de la lésion pour retirer dans un premier temps la tumeur, c'est ce qu'on a là, et dans un deuxième temps, vous allez retirer en fait toute une cupule à 360 degrés qui entourait la lésion. Donc vous avez votre lésion et on retire tout ce qui l'entoure sur une petite marge. Pourquoi on fait ça? Et bien en fait, pour analyser avec précision toute cette pièce qui est retirée, donc c'est ça qu'on retire, c'est ça qu'on analyse, et en fait, ça permet de nous dire que si il n'y a aucune zone qui est atteinte sur cette pièce, et ben la tumeur a été complètement retirée. Donc là, c'est à la fin, une fois que la pièce a été retirée. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait orienter les pièces opératoires avec des fils. Et ben, c'est typiquement le cas ici. Donc là, vous voyez, c'est avec des fils repères qu'on met sur la lésion et qu'on laisse un petit peu, qu'on laisse sur la peau. Sur le compte rendu anapath, là, par exemple, vous direz, lésion, là, c'était une lésion au niveau en regard du pectoral.
Donc là, vous pouvez mettre sur le compte-rendu, lésion en regard du pectoral, suspicion de tatata, un fil à 6 heures, un fil à 6 heures et un fil à 3 heures. Comme ça, l'anatomopathologiste, quand il reçoit le résultat, il sait qu'il y a un fil là, et ça lui permet de vous dire, bon ben voilà, les marges ne sont pas saines à tel endroit ou à tel autre endroit. Donc le traitement des stades avancés, comme je vous le disais, lui, il n'est pas au programme. Par contre, ce qui peut être au programme, c'est, on va vous dire dans l'avancée du dossier, bon bah le patient a un mélanome ganglionnaire, métastatique, on va lui mettre tel traitement. Et la connaissance des thérapies ciblées et des immunothérapies, c'est au programme. Donc là, il faudra bien que vous bossiez l'item sur les thérapies ciblées pour bien connaître ce qu'elles représentent, leurs effets indésirables, leurs indications, un petit peu tout ça. Et derrière, il pourrait très bien finir le dossier sur un cas de soins palliatifs. Donc ça peut donner des dossiers assez transversaux. Le dépistage et la prévention, donc c'est l'éducation de la population, la réduction de l'exposition au soleil, ça je ne vous refais pas tout un laïus dessus, je pense que vous le savez, et surtout une surveillance cutanée régulière. Le suivi du mélanome, il n'est pas au programme, c'est du RANC, donc vous n'avez pas à vous embêter avec ça. Là, on va attaquer donc la deuxième plus grande partie des cancers de la peau, qui sont les carcinomes. Donc, petite généralité, donc les carcinomes, c'est 90% des cancers de la peau, donc c'est bien plus fréquent que les mélanomes. L'incidence, elle est en augmentation. Le basocellulaire, donc, que j'ai abrévié par CBC tout au long de la diapo, et CE pour le carcinome épidermoïde, il est 5 fois plus fréquent que l'épidermoïde. Donc, quand on regarde les incidences, on voit que ça représente 150 cas pour 100 000 habitants. Le carcinome épidermoïde, c'est 30 cas pour 100 000 habitants. Donc, pour rappel, le mélanome, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est 10 cas pour 100 000 habitants. Donc, le basocellulaire, il est 15 fois plus fréquent que le mélanome. Donc, les facteurs de risque, on retrouve un petit peu toujours les mêmes choses. Donc, les UV, le phototype et en plus l'âge avancé. L'âge, c'est un facteur de risque de carcinome. Donc, pour les UV, à nouveau, là, c'est un petit peu différent selon le type d'exposition. Donc, le basocellulaire, il va être surtout dépendant des coups de soleil et à moindre mesure de l'exposition chronique. Là où les épidermoïdes vont surtout dépendre de l'exposition chronique. Ensuite, il y a plein d'autres facteurs de risque, c'est un peu toutes les lésions de la peau, donc les infections HPV, les radiodermites, les plaies chroniques, les dermatoses inflammatoires, donc c'est globalement le lupus, lichen et mucoérosif, l'exposition à l'arsenic, au goudron et au tabac. Et il y a aussi l'immunosuppression acquise. Donc c'est tous les patients qui vont, donc c'est les patients par exemple VIH+, ou tous ceux qui sont sous traitement immunitaire. Donc les basocellulaires, donc le plus important, car le plus fréquent, donc les petites généralités. Histologiquement, ce cancer est issu des kératinocytes de la couche basale. Il touche plutôt les hommes de plus de 50 ans. Donc 80% des cas, ils sont en zone photoexposée. Il n'y a pas de précurseur, il n'y a pas d'atteinte des muqueuses. Il faut retenir aussi qu'il n'y a pas de métastase, en tout cas c'est exceptionnel. L'agressivité, elle est surtout locale. Sémiologiquement, l'élément important, c'est la perle. Donc la perle, c'est une papule rosée arrondie, translucide, avec des télangiectasies. On peut retrouver également donc, des croûtes, des ulcères. Il peut être pigmenté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut le confondre avec un mélanome. Il peut y avoir des kératoses et de la sclérose, ça c'est plus en histologie. Donc les basocellulaires, il y en a 3 formes cliniques, donc les nodulaires, les superficielles et les sclérodermiformes, j'y reviens juste après. Et comme le mélanome, le diagnostic il est anatomopathologique après exérèse. Donc les basocellulaires, donc la forme nodulaire, c'est 70% des cas. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a un nodule qui est ferme, qui est bien limité, qui est lisse et qui ressemble à une lésion kystique. Ce qui va nous faire savoir que c'est un basocellulaire, c'est la présence, donc, comme je vous le disais, de la perle. Donc là, on en voit 2. Donc là, au niveau du nez, là, au niveau de la joue. Donc on reconnaît bien les petites télangiectasies, la lésion translucide, perlée. Donc là, c'est 2 photos un petit peu typiques de basocellulaire nodulaire. Ensuite, les basocellulaires superficiels, eux, c'est 25% des cas. Ils sont érythématosquameux. Il y a des petites perles en périphérie qui sont parfois non visibles à l'œil nu, donc qui sont visibles qu'avec le dermatoscope. L'extension, elle se fait progressivement et ils sont surtout localisés au niveau du tronc. Ceux-là, ils sont un petit peu plus difficiles donc, sur le diagnostic parce qu'en fait, on peut les confondre donc, avec un psoriasis. Après, ce qui fera la différence, c'est pour le psoriasis, c'est l'atteinte des zones bastions, le côté un petit peu plus avec un petit peu plus de squam, et surtout à la localisation et l'évolution. Si une même plaie a un psoriasis, la lésion ne reste pas au même endroit pendant une année en évoluant doucement. Il peut y avoir aussi les dermatophyties.
Enfin, le basocellulaire sclérodermiforme, donc lui, c'est 5% des cas. Il est assez agressif. Les Anglais, ils l'appellent le scar-like carcinoma. Et ça permet un peu de comprendre. Quand on le regarde, là, ça, je vous en ai mis deux, au niveau du nez, au niveau de la joue. Donc en fait, c'est une lésion qui est un petit peu infiltrante, pas très bien limitée. Les facteurs de mauvais pronostic des basocellulaires. Donc les basocellulaires, comme je vous le disais, il n'y a pas de métastase. L'atteinte, elle est essentiellement locale. Et donc, quand on regarde les facteurs de mauvais pronostic, c'est essentiellement des facteurs locaux. Donc, les facteurs locaux, en fait, c'est un petit peu, il faut imaginer, c'est tout ce qui fait qu'on va avoir du mal à retirer la tumeur. Donc, la localisation céphalique périorificielle est proche du nez. Pareil, quand on voudra faire l'exérèse, une lésion qui est située juste à côté de la bouche, vu qu'il y a des marges de sécurité à prendre, on aura tendance à peut-être un petit peu moins retirer, il y a plus de risque de récidive. Pareil, proche du nez, c'est vite des localisations qui vont être délabrantes. Les sclérodermiformes, pour la raison que je vous évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils sont très infiltrants, les limites sont mal définies, donc c'est difficile de bien retirer et de tout enlever. Et ensuite, la taille élevée, donc quand ils font plus de 2 cm, peu importe la localisation, ou plus d'1 cm sur la face. Et en autre facteur pronostic, de mauvais pronostic, c'est quand ils ont récidivé. Donc la récidive, ça concerne 5 à 10% des basocellulaires. Mais alors, par contre, le point à retenir, c'est que peu importe la présence de facteurs de mauvais pronostic, le pronostic vital, il est excellent. C'est, comme je vous disais, c'est surtout fonctionnel, c'est l'exérèse qui va être un petit peu délabrante. Donc le traitement, c'est chirurgical avec des marges de résection d'emblée, à l'inverse du mélanome où on fait sans marge puis avec marge, là on fait avec marge d'emblée. Les marges, elles sont variables de 3 à 10 mm, vous n'avez pas à savoir dans quelles circonstances on fait quoi. Pour la suite, donc ensuite il y a une exérèse suture en un temps le plus souvent. Donc là je vous ai mis un cas, c'était un patient de 60 ans, fermier, qui avait travaillé un petit peu toute sa vie au soleil, qui avait une lésion là un petit peu nodulaire sur le flanc gauche. Là on voit pas bien, mais en fait quand on soulève cette petite tumeur bourgeonnante derrière, on voyait des perles. Donc là c'est moi, donc on teste la laxité de la peau pour voir si on va pouvoir réussir à fermer. On fait la résection avec les marges. Là, vous voyez, j'avais mis un fil orientateur, orientateur. Et on ferme. Et donc, à la fin, on envoie ça en analyse. Et donc, l'analyse va nous donner les résultats. Pour savoir si en fait, si l'exérèse est complète, eh ben, on sait que le patient est guéri. Puis, on passe à autre chose. Il fait son suivi dermato tous les 6 mois. 6 mois, 1 an. Et on est tranquille. Les carcinomes épidermoïdes. Donc, eux, ils sont issus des kératinocytes issus de la couche cornée, cette fois. Ça touche plutôt les hommes un petit peu plus vieux, donc plus de 80 ans. Il y a une survenue de novo ou il y a des précurseurs. On peut en noter deux formes. Donc il y a les formes non invasives, les carcinomes in situ. Il y a plein de synonymes, intraépithéliaux, maladie de Bowen. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est quand la membrane basale n'est pas encore atteinte. Et il y a donc les formes invasives, c'est le carcinome épidermoïde infiltrant. Il y a des précurseurs, donc, que sont la kératose actinique au niveau de la peau et les leucoplasies au niveau des muqueuses. Ça atteint les muqueuses et dans 2% des cas, enfin des formes cutanées, on retrouve des métastases qui s'expriment essentiellement sous la forme d'adénopathie. Les facteurs de mauvais pronostic, donc là, à nouveau pareil, c'est selon la localisation, donc au cuir chevelu, dans les zones périorificielles du visage, au niveau des muqueuses, sur peau pathologique, donc sur cicatrices, s'ils font plus de 2 cm, s'ils sont adhérents en profondeur. Pourquoi? Parce que ça témoigne qu'il y a déjà un envahissement un petit peu profond. La présence de récidive, sur les patients immunodéprimés, et après ça c'est sur l'histologie, en cas de différenciation des cellules moyennes ou indifférenciées, si l'histologie, l'épaisseur est à plus de 3 cm, et si on retrouve un envahissement nerveux, vasculaire ou osseux. Donc les facteurs de pronostic sont un peu différents du basocellulaire. Là, il faut rajouter en plus des phénomènes un peu locaux, des facteurs généraux. Vu que moi, ce que je m'étais dit pour en retenir plus facilement, c'est que vu que l'épidermoïde a plus de chances de métastase locale, essentiellement ganglionnaire, en plus des facteurs locaux, il faut rajouter d'autres facteurs histologiques et l'état du patient. Donc l'immunodépression, et là tout ce qui est histologie avec l'envahissement nerveux. Ça, c'est pas des facteurs de risque, c'est de mauvais pronostics dans les basocellulaires. La sémiologie, donc c'est une lésion qui est ulcéro-bourgeonnante, plus ou moins croûteuse. Donc là, je vous en ai mis là, donc au niveau du nez. Là, c'est au niveau de la barbe. Là, c'était une dame au niveau de son tibia. Là encore d'autres, donc là des formes un petit peu plus typiques là pour celle-là.
Là, pareil, donc au niveau du nez, ça, c'est ce qu'on appelle un kératoacanthome, donc c'est en forme de tomate pourrie, comme on dit. Ça, c'était au niveau d'un mollet. C'est la forme un petit peu la plus... c'est pas fréquent que ce soit comme ça, mais c'est ce qui parle le plus. Donc le traitement à nouveau, c'est une exérèse chirurgicale avec marge de résection. Les précurseurs des carcinomes épidermoïdes, donc comme je vous disais, il y en a deux types, c'est les kératoses actiniques sur la peau, les leucoplasies sur les muqueuses. Donc pour les muqueuses, qu'est-ce qu'une leucoplasie? En fait, c'est juste une muqueuse qui s'est kératinisée. Donc vu qu'elle est kératinisée, on va observer une lésion blanchâtre qui est adhérente, bien limitée et qui ne saigne pas au contact. Ça, vous le reverrez dans l'item sur les cancers ORL. Pour la suite, avec les carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL. Les kératoses actiniques, donc c'est des transformations malignes qui sont bien limitées en zone photoexposée. Là, cliniquement, comment ça se présente? C'est des lésions qui sont kératosiques, plus ou moins sur fond érythémateux. La différence avec l'épidermoïde, c'est qu'il n'y a pas d'ulcération. C'est des lésions qui sont rugueuses à la palpation et qui saignent un peu au contact. Là, on en voit au niveau de la main, le monsieur, il en a tout plein. Donc, c'est toutes ces petites lésions, toutes ces petites croûtes-là. Donc, ces lésions, comment elles se traitent? De manière non chirurgicale, il y a 3 méthodes. Donc, soit par cryothérapie, soit par laser CO2 ou avec des crèmes de chimiothérapie, donc l'imiquinone et le 5-fluorouracil. Enfin, donc le carcinome épidermoïde non invasif, donc la maladie de Bowen, qui atteint, comme je vous le disais, uniquement l'épithélium. Il n'y a pas de franchissement de la membrane basale, donc les métastases sont impossibles. Et comment ça se présente au niveau cutané? C'est au niveau plutôt des zones photoexposées, et c'est une plaque érythématosquameuse bien limitée, avec des bordures festonnées. Donc festonné, c'est en forme de feston, c'est un peu comme les bordures des petits lus. Donc là, pareil, sur les diagnostics différentiels, on peut repenser, donc il y a le basocellulaire superficiel, le psoriasis, les dermatophyties et plein d'autres choses. Donc là, j'ai fini en fait toute la présentation sur les carcinomes et les mélanomes. On va passer au quiz. Donc je vais vous inviter à aller sur le site WooClap. Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit, vous allez juste sur le site et vous rentrez ce petit code d'événement, ou vous pouvez taper directement sur l'URL cette adresse et ça va vous amener sur l'événement. Pour ceux qui ne peuvent pas accéder à WooClap, j'ai quand même mis les questions là, à la suite, donc vous les aurez aussi. Mais si vous pouvez aller sur le site pour participer, ce sera un petit peu plus... Hop, alors, attendez, je me connecte pour vous activer les questions. Hop. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes bien sur WooClap et si ça fonctionne. Je regarde un petit peu les questions en attendant. Donc je pense, Laura a pu répondre à toutes vos questions, j'ai l'impression. Parfait. Voilà, on vous a mis là en lien le lien directement si vous voulez vous inscrire. Et donc, je vois que vous avez commencé là à répondre aux questions. Donc la première question, c'est quel est à quoi correspond l'indice de Breslow? Donc je vous laisse encore un petit peu de temps. Hop. Parfait. Bon, eh bien, la bonne réponse, c'est que c'est la distance entre la couche granuleuse et la cellule cancéreuse la plus profonde. Donc, vous avez été 2/3 à avoir mis la bonne réponse. Donc, la deuxième question. Hop, donc là, je vous mets la correction. La deuxième question, donc parmi les éléments suivants, le ou lesquels sont des facteurs de mauvais pronostic dans les carcinomes épidermoïdes?
Ben super, vous avez eu majoritairement raison. Je laisse encore, il reste 10 secondes. Ouais, on laisse le minuteur s'écouler. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Donc parfait. Et donc les réponses correctes, c'est là. Donc la présence d'un envahissement vasculaire, nerveux, ganglionnaire, les lésions de plus de 2 centimètres. Et donc là, c'était le 6 mm qui pouvait un peu induire en erreur. Vous avez vous avez été moins à le cocher. La lésion de 6 mm au niveau de la lèvre supérieure, c'est toutes les lésions périorificielles. Et pareil, là, c'était un piège, c'est l'adhérence au plan profond. C'est forcément adhérent au plan superficiel vu que c'est des tumeurs superficielles. Donc là, vous pouvez cliquer, il faut mettre titre en plein écran si vous ne voyez pas la photo pour bien voir. Donc là, c'est une dame de 73 ans, une lésion de la peau, hypertension, camp des sartans. Là, quel est le diagnostic? Alors, plot twist, la lésion était dans le diaporama. Alors, je vous le précise, personne ne voit votre réponse, vous êtes les seuls à voir vos réponses, donc vous pouvez y aller, hein. Parfait. Et bien là, c'était donc le basocellulaire. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un basocellulaire? Donc, quand on regarde la lésion, qu'est-ce qu'elle a? Et ben, on le voit, c'est une petite lésion perlée. Donc, on a la perle. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est la petite la petite papule translucide avec les téléangiectasies. Il faut bien que vous notiez que les téléangiectasies, cette petite et les petites lésions translucides, c'est typique du basocellulaire. Dès que vous le voyez, il n'y a aucun doute, vous pouvez le cocher sans souci. Donc, question suivante. Donc là, cette fois, un patient de 17 ans, une lésion cutanée, antécédent d'anorexie, une lésion de 3 mm, dont le patient a vu qu'il l'avait il y a quelques semaines. Il n'en a pas d'autre sur le corps. Et donc, qu'est-ce que vous lui faites? Hop. Donc, les bonnes réponses, eh ben, c'est protection solaire vie et réassurance. Pourquoi? Donc, en fait, quand on regarde cette lésion, donc déjà dans l'énoncé, un jeune homme de 17 ans, donc un patient assez jeune, antécédent d'anorexie, une lésion qui mesure 3 mm. Quand on la regarde, il n'y a aucun critère de malignité. Donc, pour les névus, donc ABCDE, donc A, on cherche, il n'est pas asymétrique. B, les bordures sont régulières. C, la couleur est homogène. D, le diamètre fait moins de 6 mm. Et E, on n'a pas d'élément d'évolution, c'est juste que le monsieur s'en est rendu compte il y a quelques semaines. Mais il nous a à aucun moment dit que ça a augmenté ou quoi que ce soit. Donc il n'a aucun critère qui nous ferait nous inquiéter. Donc on s'en inquiète pas. Réassurance et protection solaire. Vous avez été quelques-uns quand même à cocher l'XRS sans marge dans un premier temps. Là, c'était vraiment pas justifié. Donc question suivante. Là, donc, patient de 58 ans, lésion cutanée du bras qu'il démange depuis quelques temps, pas d'antécédents, c'est un monsieur qui était maître nageur. Quelle est votre hypothèse diagnostique?
Là, je vois sur le chat Clémence. Pour la question, Clémence et Hugo, pour la... Alors, je vous réponds après. Comme ça vous laisse le temps de faire, de répondre à la question actuelle. Donc prenez bien le temps, hein. Ce sera pareil pour les EDN, il ne faut pas se précipiter. Prenez bien le temps de lire. Bon, là, c'est des questions sur des photos, donc c'est pas forcément très compliqué, mais prenez toujours bien le temps de lire bien l'énoncé, de noter tout, pour pas vous faire avoir dans des petits pièges bêtes, notamment les allergies et compagnie. Donc c'est fini. Donc là, la bonne réponse, c'est que c'est un mélanome. Donc là, c'est un mélanome nodulaire. Donc, donc mélanome nodulaire. Donc là, on voit donc souvent dans les mélanomes nodulaires, en fait, ils sont parfois achromiques. Donc là, c'est un peu le cas. Ils ont pas une couleur mélanique. Mais là, on voit, c'est une lésion nodulaire au niveau d'une lésion mélanique qui est asymétrique avec des bords irréguliers. Là, le tout nous fait penser à un mélanome. J'en profite, je réponds rapidement à la question de Clémence. Ah bah non, je vois que Laura a répondu. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ouais, dans les basocellulaires, c'est plus d'1 centimètre sur le visage, mais c'est aussi la localisation périorificielle, peu importe la taille. Si vous avez une lésion de 2 millimètres sur l'aile narinaire, sachant que les marges de résection sont de 3 millimètres, il faut imaginer sur la narine, vous retirez 3 millimètres, la lésion de 2 millimètres plus 3 millimètres, vous retirez un cercle de 8 millimètres sur le nez, vous retirez presque toute l'aile narinaire. Donc là, on ne prend pas en compte la taille quand l'atteinte est périorificielle. Donc la question suivante, donc hop, je vous la mets sur vos claps. Donc vous avez une femme de 63 ans, lésion de la cuisse droite, vous suspectez un mélanome et faites donc une exérèse de cette lésion, donc, comme je vous l'ai dit, sous anesthésie locale, sans marge de résection. On envoie la pièce dans du formol. L'anatomopathologie retrouve un mélanome superficiel extensif, ulcéré, un Breslow à 1,8. Vous avez fait une échographie de la région de drainage, qui ne retrouve pas d'anomalie. Donc comment allez-vous prendre en charge cette patiente? Il vous reste 30 secondes. Hop. Alors, la correction. Hop, c'est fini. Donc là, c'était une exérèse du ganglion sentinelle et une reprise de cicatrice avec résection jusqu'au fascia. Donc comme je vous le disais, dans les stades localisés, c'est le cas là. On va reprendre un petit peu même le dossier jusqu'au début parce que là, c'est intéressant. Donc 63 ans, mélanome, vous faites la première résection. Vous avez une lésion qui est ulcérée avec un index de Breslow à 1,8. Donc je vous rappelle le tableau tout à l'heure. Là, ulcéré, plus d'1 millimètre, c'est un stade 2. Donc stade 2, le bilan d'extension, c'est examen clinique complet, échographie de la région de drainage, et si l'échographie de la région de drainage revient sans adénopathie, on fait un ganglion sentinelle. Donc là, dans les réponses, donc fallait faire le ganglion sentinelle et les reprises, donc toujours la reprise dans les stades localisés, avec résection jusqu'au fascia. Là, on est entre 1 et 2, donc il fallait des marges de 1 à 2 cm. Si la lésion avait fait plus de 2 cm, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la petite astuce pour se rappeler, c'est le chiffre de millimétrage de résection vaut équivalent en Breslow. Donc Breslow de moins de 1 mm moins 1 cm de résection, 1 à 2 mm de Breslow, 1 à 2 cm de résection, plus de 2 mm de Breslow, plus de 2 cm de résection. Donc ça, c'est une question qu'il y avait aux EDN de l'année dernière.
Alors, c'était une question assez simple. Alors, pardon, je ne vous ai pas mis la correction pour ceux qui n'ont pas pu aller sur Woclap, je ne sais pas si... Hop, la question. Hop, donc bon, bah là, vous avez eu tous raison, c'est l'indice de Breslow. Donc l'indice de Breslow, c'est la distance de la couche granuleuse jusqu'à la cellule la plus profonde. Donc là maintenant, on va faire une petite station d'Écosse qu'on vous a préparée. Alors ne répondez pas sur vos claps, ça sert à rien. À la limite, entraînez-vous soit prenez une petite feuille de papier à côté ou sur votre ordinateur ou sur le téléphone où vous notez tout. Je vous laisse à peu près 2 minutes par... je vous laisse 2 minutes par question. Puis, est-ce que vous voyez bien l'énoncé? Mettez-moi juste en commentaire si vous arrivez bien à voir l'énoncé là de l'Écosse, parce que ça me met qu'il y a 0 participant. Donc je sais pas si c'est normal. Quoi qu'il arrive, là je vous le mets sur le diapo, sur le live. Oui, et on a la question sur l'interrogatoire. Super. Merci Claire-Saint. Je vous laisse encore une petite minute pour bien lire, prenez le temps. Vous pouvez me noter des réponses hein, si vous voulez dans le texte. Hein. C'est pas un problème. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Toc, toc, toc. Voilà. Je reviens juste en arrière pour voir. Hop. Alors, eh ben, on va pouvoir, là, je vois que vous êtes de plus en plus... Ah bah, vous m'avez tout noté sur Woclap, bon, bah, très bien, ça me va. Non, bah, c'est super. On est là. Entre chaque question d'école, je vous ai mis la correction, donc là, on va pouvoir passer à la correction. Donc, c'est dans les Écosses, avec l'équipe d'Hippocampus, on a assez regardé ce qui tombait, donc on a essayé de faire quelque chose un peu en lien avec ce qu'on voit régulièrement. Hop, bon, le minuteur de 2 minutes. Check. Donc, en cas d'Écosse, donc qu'est-ce qu'il faut faire là, l'interrogatoire? Donc, bon, bien sûr, on se présente. Il y a des points pour la présentation, donc pensez-y bien. Faites comme si vous étiez en consultation et que vous receviez un patient à chaque fois. Donc, bonjour, je suis le médecin, l'externe, qui va vous examiner aujourd'hui. Toujours, on retrace les antécédents, donc médicaux, chirurgicaux, familiaux.
Vous demandez les traitements, donc la molécule, la posologie. Vous pouvez aussi demander depuis quand ils l'ont, pourquoi. Les vaccinations, donc avec là, pour cette dame, le dernier vaccin à 25 ans. Les allergies, médicamenteuses, alimentaires, autres. Le mode de vie, il vaut mieux, pour les échos, je vous le dis, il vaut mieux dire trop de choses que pas assez. Donc, même les allergies aux animaux, il y a peu de chances que ce soit intéressant dans un quelconque dossier, mais demandez tout. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de cocher la case. Donc, le mode de vie, pareil, là, on y va, on demande tout. Hein, l'activité professionnelle, le lieu de vie, s'il a des animaux de compagnie, s'il fait de l'activité physique, toutes ces intoxications, alcool, tabac, drogue. Et là, ensuite, donc, l'histoire de la maladie. Donc, toujours, on demande la survenue donc, de la lésion. Est-ce que ça a été brutal? Est-ce que ça a été progressif? On demande au patient comment était initialement la lésion. Donc, si elle a grandi petit à petit ou si elle l'a toujours vu comme ça. L'évolution, rapide, lente. Les traitements qu'elle a déjà utilisés dessus. Pardon. Et donc, les signes fonctionnels associés. Je vous ai mis les notes. Donc, après, vous pouvez essayer de le faire dès maintenant, de vous donner une petite note en notant ce que vous aviez pris en compte ou pas. Donc, la question suivante, je vous mets le chrono de 2 minutes. Hop. Mais j'attends de voir qu'il y a assez de votes, hein, vous en faites pas, prenez le temps. Ça sert à rien de se presser, autant bien faire les choses. Donc là, pareil, comme je vous disais, détaillez toujours bien hein, pour l'examen clinique. Donc là, je vois un petit peu vos réponses. Super. Hop. Je vous laisse encore un petit peu de temps parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de noter des trucs. Alors, hop. Je vous mets la correction. Donc, comme d'habitude, donc dans tout examen clinique, toujours pareil, vous faites toujours les constantes. Ça, c'est peu importe la spécialité, vous prendrez toujours les constantes. Donc, taille, poids, vous calculez l'IMC, ça coûte rien. La tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation, la fréquence respiratoire, la température, vous les faites vraiment toutes, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, là, on est en dermato, donc vous faites un examen du revêtement cutané global, à savoir qu'en dermatologie, il le précise bien, il faut aller fouiller jusque dans les plis radiés de l'anus pour rechercher d'autres lésions. Vous faites un examen des aires ganglionnaires, donc on recherche des adénopathies dans la région. Un examen de la lésion, donc où elle se situe, la taille, son aspect global, est-ce qu'elle est symétrique, etc. Vous regardez sa couleur, donc là c'est la BCDE, les bordures nettes, régulières, festonnées, et l'adhérence en profondeur. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, hop. Donc là, vous avez tous les éléments, donc je vous laisse lire tranquillement.
Les constantes sont normales, 1,80 m pour 64 kg. Vous faites un examen complet du revêtement cutané, pas d'autres lésions. L'examen des arcs ganglionnaires ne retrouve pas d'anélopathie. Une lésion de 9 mm de grand axe, inhomogène en couleur, bordure irrégulière, pas adhérente aux profondeurs. On suspecte un mélanome. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, il faut préciser les étapes de la réalisation de ce que vous allez faire et les deux éléments pronostiques principaux que vous attendez de cet examen. Parfait, je vois que des bonnes réponses, 2-3 mauvaises aussi, mais c'est pas grave, c'est aujourd'hui qu'il faut se tromper. Mm. Donc il y en a un de vous qui rassure le patient. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas perdu leur amour. C'est grave. Alors, hop, fin du minuteur. Bon, là, c'était rapide, mais je vous laisse quand même 2 minutes. Hop, donc les bonnes réponses, et ben voilà, bon, vous avez été majoritairement à l'avoir. Donc, pour l'exercice de la lésion, et ben, dans un délai rapide. Alors, en délai rapide, ils vous embêteront jamais le jour des ECN à vous dire. Le délai, ils vous diront jamais si c'est une semaine, 2 semaines. Ça, ce serait débile comme question, vous n'aurez pas ça. Donc, dans un délai rapide, sous anesthésie locale, sans marge de sécurité, on résèque jusqu'à l'hypoderme, donc le gras, et vous envoyez la lésion pour l'analyse histologique après mise sous formol. Et les éléments pronostiques que vous recherchez, les deux, il y en a quelques-uns qui m'ont parlé des mitoses. Non, les mitoses, vraiment, vous pouvez l'oublier. Les plus importants, c'est le Breslow et l'ulcère. Hop. Et donc, enfin, dernière question. Donc là, exercice sous anesthésie locale, on envoie la pièce, mise sous formol, pas de marge. Compte rendu, il nous dit que c'est un mélanome superficiel extensif, donc le SSM, c'est le plus fréquent, comme je vous l'ai dit, 60 à 70% des mélanomes. Le Breslow, 1,2 mm, et présence d'ulcération. Rajoutez-moi aussi dans le chat le stade de la classification AJCC, pour voir si vous avez un petit peu compris. Donc, je regarde dans le chat. Oh, parfait. Ouais, voilà. Laura, elle a tout dit. Globalement, il faut que vous reteniez que ça vous fera jamais de mal d'être plus général. Il vaut mieux faire trop que pas assez. Ils vous reprocheront jamais le jour des écosses de ne pas avoir palpé des adénopathies à un autre endroit, quoi. Alors que si vous le faites pas, ils pourront dire ah oui, mais quand même, vous auriez dû parce que si, parce que ça. Donc soyez pointilleux et faites-en trop.
Donc, pour les stades de la JCC, donc, hop, échographie. Super. Il vous reste encore 30 secondes. Hop, parfait. Eh ben, je vous mets la correction. Donc, eh ben, comme toujours, l'examen clinique complet et là, les examens complémentaires. Donc, vous faites l'échographie ganglionnaire dans un premier temps et si elle est négative, là, vous ferez le ganglion sentinelle. C'est pas au programme, mais si l'échographie elle est positive, il faudra faire un curage. Hop, je vous mets la correction là. Tac. Et donc, c'est tout. On est arrivé au bout de la présentation. Donc, il reste juste encore quelques diapos. Donc là, déjà, je vous ai mis une petite question. Donc là, vous pouvez me répondre sur qu'est-ce que vous aimeriez comme thème à l'avenir pour un prochain live. Donc, peu importe, hein, vos spécialités, items, dites-nous. Comme ça, on fera le nécessaire. Et préciser dans la spécialité un petit peu les items qui vous intéressent aussi le plus, parce que parfois, c'est un petit peu large. Là, je vois, vous êtes certains à dire néphrologie. On a de l'infectio. Ok. Ok, impeccable. Et donc là, vous pouvez quitter vos claps et revenir du coup sur le diapo. On va faire une petite conclusion. Puis ensuite, je répondrai à toutes vos questions s'il en reste. Hop. Donc, du coup, pour un peu synthétiser, l'oncodermato. Donc les cancers de la peau, c'est globalement en augmentation. C'est un peu comme le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud, donc on a plus de soleil, il fait plus chaud, plus de cancers. Les principaux cancers dans l'ordre, donc vous avez bien retenu le basocellulaire en premier, c'est le premier cancer, mais tout cancer confondu. Donc 150 cas pour 100 000 habitants, l'épidermoïde 30 cas pour 100 000 habitants, le mélanome 10 cas pour 100 000 habitants. Comme toujours, les facteurs de risque principaux, c'est âge, soleil, phototype. Donc un patient vieux avec une peau très claire qui s'est exposé au soleil toute sa vie, qui a pris des coups de soleil, il y a de fortes chances qu'il ait un cancer de la peau. La suspicion, toujours clinique avec diagnostic anatomopathologique. L'exérèse, c'est le principal traitement. La récidive, c'est le risque principal. Le bracelet et l'ulcération dans le mélanome, c'est les facteurs histopronostiques les plus importants qui vont derrière changer toute la prise en charge. Et donc la prévention, c'est la meilleure arme contre les cancers cutanés. Donc la prévention, c'est quoi? Eh ben, c'est ne pas s'exposer au soleil. On peut, petit conseil aussi que je peux vous donner pour les EDN, quand vous êtes face à un dossier ou face à n'importe quoi, que ce soit de la dermato ou n'importe quelle autre matière, quand vous avez l'énoncé du début, faites-vous sur votre brouillon, notez tout. Les traitements, les allergies, vous mettez bien en rouge les éléments qui peuvent changer les choses, parce que ça peut être assez discriminant à la fin. Moi, mon année, il y avait eu un enfant allergique à l'amoxicilline, qui bien sûr a fait son otite à la question 6 du dossier. La plupart des gens ont oublié qu'il était allergique à l'amox, et hop, vous perdez des points bêtement. Donc il faut toujours bien tout noter. Le jour des EDN, vous avez le temps.
sur le jour des EDN, vous aurez le temps, donc ne vous précipitez pas, prenez le temps, posez à chaque question, relisez l'énoncé pour être sûr de ne pas passer à côté d'un truc. Voilà, pareil, une question, d'un coup, le patient il a de la fièvre, à la question 6, plus une défense abdominale. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Vous cochez une appendicite alors qu'il a été appendicectomisé. Donc toujours bien vérifier, à chaque question, vous relisez votre petit brouillon. Les questions où on répond un peu, pas bêtement, mais où on passe à côté de points juste parce qu'on n'a pas bien lu ou qu'on a été trop vite dans la précipitation, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Faites toujours bien gaffe, lisez tout, prenez le temps. Et donc maintenant, les questions. Donc je vais regarder un petit peu dans le chat s'il en restait. Je sais qu'il y avait une question donc, sur les années des statistiques aux ECN. Donc là, moi, ma diapo du début, elle est surtout sur les 3 dernières années d'ECN. Sur les EDN, j'ai aussi les statistiques, c'est pareil. Alors le plus souvent, c'est des KFP en dermato. Il n'y a pas eu de DP complet, c'était surtout des KFP. Sur l'ECN 2023 et l'EDN 2023, il y avait en tout 6 KFP et en tout quelque chose comme 15 questions isolées de dermato. Donc pareil, à nouveau, c'est toujours un petit peu surreprésenté et donc c'est toujours bien important de la bosser, en sachant que pareil, là, je vous ai mis qu'une question tout à l'heure des EDN dans le quiz, au clap. C'est essentiellement l'oncodermato qui tombe quand il y a des questions de photos. Et les dermatoses bulleuses. Ça, il y en a beaucoup de ce que j'ai regardé. Les dermatoses bulleuses et les cancers de la peau, c'est vraiment les deux qui tombent le plus. C'est tout. C'est vraiment les deux qui tombent le plus de ce que j'ai regardé. Donc là, je vois noradrénaline qui nous dit quand est-ce qu'on fait écho et quand est-ce qu'on fait le ganglion sentinelle. En fait, donc je vais vous remettre la diapo comme ça. Alors, faut savoir que ce live, il sera disponible sur YouTube. Donc vous pourrez regarder. Moi, j'ai fait exprès de vous faire des tableaux un petit peu schématiques pour que vous puissiez me les piquer et vous en servir plus tard. Alors attendez, je reviens. Excusez-moi, c'est un petit peu loin. Voilà, donc là, vous avez tout. Donc, dans le bilan d'extension, donc toujours l'examen clinique. Dans le stade 1, vu que c'est donc moins d'1 millimètre et 1 à 2 mm non ulcéré, vous faites le ganglion sentinelle que si c'est ulcéré ou le Breslow de plus d'1 millimètre. Et en fait, si on regarde, ça c'est pas au programme, mais quand on regarde là l'ancien petit tableau, et bien en fait ça correspond au stade T2A ou T1 ulcéré. Mais retenez juste ça, vous prenez pas la tête avec tout ça. Retenez que dès qu'il y a de l'ulcère ou que le Breslow passe le millimètre, il faut faire le ganglion sentinelle. Il y a eu des recommandations de dermato qui ont changé il n'y a pas longtemps sur le cut-off pour faire un ganglion sentinelle, c'est passé à 8 mm, sauf que ce n'est pas des recos HAS, donc il ne faut pas les prendre en compte. Je ne sais pas si dans l'année qui suit, ils vont les modifier dans le référentiel ou sur la HAS, mais restez pour l'instant, c'est assez simple. Puis le 1 mm, il va bien parce que c'est le seuil pour les reprises de marge, donc gardez ça en tête. Donc ganglion sentinelle, c'est s'il y a un ulcère ou plus d'1 millimètre dans les stades 1. Dans les stades 2, on fait d'emblée l'échographie de la zone de drainage. Pourquoi? Parce que vu que c'est un stade 2, donc c'est un stade plus avancé, on imagine qu'il y a plus souvent des atteintes ganglionnaires, et donc on va être bien sûr, donc on fait une échographie, dans tous les cas. Et si elle est négative, là, on fera un ganglion sentinelle pour en plus être sûr, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que je regarde les questions? Alors, à la clinique, comment différencier carcinome basocellulaire, spinocellulaire et mélanome? Eh ben, c'était un petit peu donc le basocellulaire, c'est très simple, c'est la perle. À partir du moment où tu as une perle, c'est quasi pathognomonique, tu sais que c'est un basocellulaire. Le mélanome, tu auras une lésion pigmentée. Et le spinocellulaire, c'est une lésion élevée avec une croûte. Il faut savoir qu'aux ECN, globalement, l'idée pour eux, c'est pas de vous faire des questions avec des cas hyper rares, de machin. Ils vont vous poser des questions assez générales. Et même là, on le voit dans le chat. Tout à l'heure, je vous ai mis le dossier là, avec la dame, son carcinome basocellulaire. Il y a un tiers des gens qui s'étaient trompés. Donc, il n'y a pas besoin de faire des questions pointilleuses pour que les gens aient faux. Donc, en fait, ils vous mettront jamais de trucs un petit peu bizarres. Restez sur le fait que les choses elles vont être simples aux ECN.
basocellulaire, lésion perlée, spinocellulaire et mélanome, lésion mélanique, avec là les critères ABCD. Merci Pompéo. Et donc ouais, le live il sera disponible dans les semaines à venir. Je vous ai laissé là, ce petit tableau là si vous voulez. Bon, vous n'êtes pas obligé de le screener maintenant, vous pourrez le faire sur YouTube, au moins vous aurez tout plus tard. J'ai essayé de vous faire des choses qui récapitulent assez bien pour apprendre plus vite. Pareil, le petit tableau sur les névus, il vous réexplique tout ce qu'il faut savoir pour les ECN. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc le WooClap, c'est fini. Eh bien, merci à tous. Passez une bonne soirée. Hein. Révisez bien. Et courage selon l'année dans laquelle vous êtes, là, bientôt pour les examens. Mais prenez le temps, vous stressez pas, soyez constant. Ce qui compte, c'est un marathon, les EDN. Il faut travailler tout le long un petit peu. Puis à la fin, ça va le faire. Hop.